Bon, vous avez compris que voilà, à 16 heures pile. Bon, sans discussion. Je, vous avez compris que j'avais un statut de doublure là. Oui, je remplace Claude Reynaud. Et comme je n'ai pas pu avoir accès au texte qui était un peu le cadrage pour les différents intervenants, donc je réagis là de façon, je vous l'avoue, un petit peu éclatée, dispersée par rapport à ce que je viens d'entendre comme vous. Bon. Mais ma première action, c'est de dire, on a un beau kaléidoscope de recherche, de modalités de recherche, hein, entre les quatre exposés qui ont été faits, ça va de soi. C'est d'ailleurs sur, grosso modo, enfin, je ne sais pas, vous pouvez le partager ou pas, sur une sorte de gradient qui est parti, en général, on partirait dans le sens inverse, qui est parti du programme du Rio Grande do Sul, non, du Paraná, sur l'interdisciplinarité, sur des approches ensuite qui étaient d'une certaine façon plus monodisciplinaires. Alors il va de soi que dans tout ce que je vais dire, il n'y a aucun préjugé, aucune médaille attribuée ouvertement ou pas ouvertement par rapport au type de recherche qui nous sont proposées. C'est pas ça l'enjeu du tout. L'enjeu peut-être de ce... Alors, vous allez me dire que je vous refile le bébé, mais l'enjeu, c'est peut-être de demander à quelle question cet atelier sur les méthodes veut-il répondre par rapport à l'objectif, en tout cas par rapport à l'économie générale du séminaire qui était sur les dialogues, questions agraires et questions et agriculture familiale. Moi, je vais parler des quatre exposés, juste dire, bon, qu'est-ce qui m'a intéressé, ou qu'est-ce qui m'a tilté. Pour les quatre, Osmar, on reconnaît bien dans Osmar, enfin, cette situation assez quand même exceptionnelle de celle qu'il nous a proposée. C'est quand même pas évident de mettre en jeu un parcours individuel qui doit aboutir à une thèse dans un cadre collectif comme il nous a été proposé. Et je pense qu'Osmar nous a bien identifié les questions que ça pouvait poser, les difficultés ou les limites que ça pouvait avoir. Moi, je voulais saluer ce type de démarche-là. Et puis, avec une chose intéressante, et je reprends la formule d'Osmar lui-même, qui est de dire je me suis senti meilleur économiste à la sortie qu'à la rentrée. Ce que je veux dire, ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est un enjeu, effectivement, de ces postures, de ces situations interdisciplinaires qui posent un vrai problème de retour sur les disciplines. Et là, quelque part, on a une option, on peut avoir d'autres expériences, qu'importe, mais dans ce qu'a dit Osmar, en dehors de la question du babélisme, hein, j'ai beaucoup aimé aussi quand Osmar nous dit, quand on était tous ensemble, on parlait tous le même langage, mais on ne savait pas si, en parlant le même langage, on mettait le même contenu dans les mots. Je trouve que c'est des illustrations extrêmement intéressantes de ces situations de pratiques interdisciplinaires. Louvois, j'ai beaucoup aimé aussi cette formule, je ne sais pas si vous l'avez, c'est la fait tilt dans vos oreilles, qui était de dire, quand je suis arrivé là-bas, après ce grand passage par l'AgroParisTech ici, fort d'un bagage assez important, mon problème c'était que mes connaissances, enfin c'est comme ça que ça a été traduit, hein, Louvois, mon problème c'était que mes connaissances ne m'empêchent pas de voir ce que je cherchais. Je trouve que ça aussi, c'est quelque chose qui mériterait, en tout cas, qui mérite d'être retenu, en tout cas discuté. C'est-à-dire que dans ce que j'ai entendu chez Louvois, j'ai entendu un vrai problème qui est celui de la distance à l'objet et de la place, effectivement, de l'outillage théorique dont on dispose, sur lesquels on a tous été formés, lorsqu'on est en situation de travail sur un terrain. En ce qui concerne Nadège, là on avait une illustration hein, d'un protocole, si je puis dire, qui est un protocole assez construit, assez efficace, qui ne veut pas dire que ça ne demande pas de travail et que ça ne pose pas des problèmes.
Là, j'y ai vu plutôt, et puis en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelle belle situation on a en termes de conclusion, où on peut conclure que l'intérêt particulier des changements de pratique chez les agriculteurs œuvre davantage pour l'intérêt général, la nation, et un peu moins pour les firmes privées. Dans les temps que nous vivons, c'est quelque chose qui est délicieux à entendre, et évidemment, ça serait une raison de plus pour essayer d'encourager ce type de pratique. Là, je trouve qu'il y avait alors ça va peut-être vous surprendre, entre l'exposé je ne suis pas en train de les juger, hein, je suis en train de vous dire mes réactions à chaud, entre l'exposé de Nadège et l'exposé de Julien, je trouve qu'il y a une très forte j'allais dire, parenté, qui peut vous surprendre d'ailleurs, parce que quelque part, c'est l'enjeu de la réponse à la même question, qui est l'enjeu d'une recherche, dans un cas celui de Nadège, qui est celui du systémisme, hein, elle l'a dit d'ailleurs, l'analyse systémique, et l'enjeu qu'il y a derrière l'analyse systémique, on le sait bien, c'est la capacité de ce type d'approche à entrer dans une sorte de généralisation, et de l'autre côté, la posture par excellence de l'anthropologue, qui est celle de l'approche par le micro, qui est une sorte de connivence avec le micro, et qui, évidemment, et Julien l'a dit très explicitement, ce passage par le micro, j'en fais un enjeu de généralisation, c'est-à-dire sur la grande question que je me pose, les transitions agroécologiques. Donc ça, c'est un peu ma perception des quatre exposés qui ont été faits, où je trouve qu'il y a une cohérence entre les quatre, en tout cas que ça n'a rien de surprenant, parce que je trouve que c'est la plupart du temps le genre de problème on est confronté dans la recherche scientifique, lorsqu'on est confronté à une pluralité d'objets et d'échelles, d'approches, etc., etc. On a différentes réponses qui sont là, et à chaque fois, cette pluralité, elle est... Bon, ça résume, ça simplifie, mais c'est souvent lié à un problème de relation, comment on manipule, comment on traite, qu'est-ce qu'on fait, nous, comme chercheurs, soit dans un collectif, soit individuellement, de ces deux éléments un peu caricaturaux qui sont d'un côté les faits, mesurables, qu'on peut mettre dans les cartes, qu'on peut modéliser, etc., etc., puis de l'autre côté, les valeurs, hein, c'est-à-dire au sens large, au sens un peu... Weberien du terme. Et là, on a deux types. On voit bien qu'il y a plusieurs types de réponses dans ce qui nous a été proposé. On a la réponse par l'inclusion. Pour moi, ce que fait système agraire, au sens large, hein, en termes de ce qui a été proposé, ce qui je retrouve, moi, dans la sociologie de l'acteur réseau ou la sociologie pragmatique, c'est-à-dire que nous, il y a des disciplines qui, d'une certaine façon, intègrent la question des faits et des valeurs à l'intérieur de la discipline. Et puis qui, d'une certaine façon, font de l'interdisciplinarité disciplinaire, si je puis dire. C'est-à-dire que, véritablement, ils tentent de reconstruire l'objet dans sa totalité, dans sa dualité, à l'intérieur même de la discipline. Et puis, il y a d'autres situations où, effectivement, on a qui est un peu la situation plutôt proposée par Osmar, qui est on réunit différentes disciplines, puis on se met à travailler ensemble. Et là, évidemment, on a toujours le risque que les disciplines dites dures s'emparent des faits, puis les disciplines dites molles, sciences humaines et sociales, soient cantonnées dans les valeurs. Et d'ailleurs, Osmar nous a bien dit que malgré un collectif qui a commencé à fonctionner, les différentes étapes dans lesquelles ils sont rentrés, malgré ce collectif-là, lorsqu'ils sont repartis sur le terrain dans ce qu'il appelle le binôme, le binôme, il est devenu d'un côté binôme sciences humaines et sociales, et de l'autre côté, il est devenu binôme sciences naturelles, etc. Donc cette tension-là, c'est une véritable tension qu'on connaît bien, que moi je ressens dans ce que j'ai entendu là, et qui n'a pas de réponse en soi, mais qui mérite d'être réfléchie. Je ne vais pas beaucoup aller plus loin, je voudrais juste faire un détour par rapport à hier. Hier, on a dit deux choses qui m'ont semblé intéressantes lorsque on veut peut-être se poser des questions en termes de méthode, ou en tout cas en termes de dispositifs de recherche. Hier, on a dit qu'il était important que cette notion de question agraire qui avait été affichée
dans le titre était une question qui était en fait renvoyée derrière à repenser et toujours penser à l'échelle d'un côté la question agricole, mais aussi la question rurale, c'est-à-dire cette double approche méritait d'être combinée, retravaillée. Et donc c'est sûr que derrière cela, il y a des enjeux de méthode. Puis la deuxième chose qu'on a dite hier, pas de façon peut-être systématique, mais je trouve que c'était latent dans beaucoup d'interventions, qui est l'idée que, on a même parlé un peu ce matin, c'est comment fait-on pour retrouver cette part d'ombre, ou cette part de lumière, ça dépend comment on voit les choses, que nos méthodes, nos protocoles ont tendance peut-être à occulter. C'est-à-dire que nous sommes dépositaires, c'est un peu peut-être la question que se posait à sa façon Louvois, qui dit j'ai un grand arsenal sur les épaules, et est-ce que parfois on n'a pas des méthodes un petit peu trop envahissantes qui font qu'on va être moins sensible à certains comportements de résistance, par exemple, c'est ce qui a été dit hier, par rapport au modèle, ou par rapport à cette question des valeurs, mais pas au sens division fait d'un côté et valeur de l'autre, mais par rapport à des choses qui ne sont pas nécessairement mesurables et qui, de fait, méritent d'être réintégrées dans la réflexion. Je vais conclure là-dessus, j'ai qu'un regret. Enfin, un regret, c'est pas vraiment un regret, c'est autant un regret qu'une question. Je trouve que le choix je dis c'est un kaléidoscope, donc le choix de ces 4 interventions m'apparaît extrêmement judicieux parce que justement on a une très grande diversité. J'ai essayé moi de vous dire qu'au-delà de cette diversité il y avait des questions ou des convergences à mon avis intéressantes. Je n'ai pas répondu à la question et je ne sais pas si on y arrivera ensemble à qu'est-ce qu'on fait là à propos de la méthode, comment on s'y prend. Je n'ai pas répondu à ça, mais disons que peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas trop senti dans les interventions, et pourtant on en parle beaucoup autour, et d'une certaine façon on en a eu une illustration ce matin à propos du mouvement, enfin disons de la question agroécologique, c'est-à-dire qu'on est bien d'accord que nos modalités de recherche, des conditions dans lesquelles nous exerçons la recherche, sont peut-être de moins en moins des conditions de laboratoire, dans le sens où il n'y a pas d'un côté les chercheurs et de l'autre côté des objets qui seraient paysans ou autres, etc. Et qu'on est dans des situations où la recherche se construit de plus en plus dans une interaction justement avec des acteurs où on ne sait plus trop, enfin je ne sais pas, on a tous eu cette situation où on est un statut de chercheur et on est face, entre guillemets, à des acteurs avec lesquels on travaille. Et enfin moi, ça m'est arrivé très souvent de me dire, mais quel analyseur j'ai en face de moi et d'une certaine façon, quelle légitimité je peux avoir à dire certaines choses dans cette situation. Donc on sait très bien que la position du chercheur et la position, et l'univers dans lequel il travaille est un univers où les frontières entre sciences d'un côté et action de l'autre sont beaucoup plus étanches, je crois qu'elles ne l'ont été. Et peut-être que ça fait partie aussi de la place du mouvement social, par exemple, au Brésil, dans les protocoles de recherche, dans les processus de recherche. Je trouve que là, c'est une question qui a sûrement du sens. Et peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait aussi réfléchir entre nous, ou en tout cas avancer là-dessus. J'ai terminé. Je n'ai pas besoin de ça. Merci. Bom, nós vamos abrir para o debate. Não podemos ficar, infelizmente, muito tempo, mas eu gostaria de passar a palavra para a sala. Je passe la parole il y en a une déjà là. Comment tu t'appelles? On va réunir dans un tour François Papy, et qui d'autre? Il y en a 2, 3. Voilà. Estelle, 4. Non? C'est la fille qui est là, je ne sais pas son nom. Eu me chamo Clarissa Alves Seconde e eu trabalho como ingénieur d'études en histoire para a Universidade de Tours, na área de História da Alimentação.
O que foi apresentado hoje, esses diálogos interdisciplinares e essa vontade de trabalhar entre diversas disciplinas, é o que a gente tenta nesse laboratório, que é trabalhar com ciências humanas e sociais em torno do mesmo objeto de estudo, que é a alimentação. Agronomia não é a minha área, realmente, e eu tenho a impressão que a agronomia para onde, de repente, a história, a sociologia, a antropologia da alimentação começam. Assim. A minha pergunta é, eu queria saber se existem trabalhos no Brasil, ou na França também, que articulam salvaguarda de patrimônio alimentar e agricultura familiar, se essa questão da salvaguarda alimentar, que também é tão latente hoje em dia, é introduzida nos trabalhos dos agrônomos. Talvez o Julian, como antropólogo, talvez pensou nessa parte das práticas alimentares culturais. E se existe também um diálogo entre o desenvolvimento da agricultura sustentável, a agroecologia, e a introdução de práticas tradicionais, se há um cruzamento entre essas disciplinas. Oui, alors François Papy, Magda m'a déjà présenté, je suis agronome et entêté. Je repose, après l'exposé de Nadège, la question que j'avais posée hier matin à propos des agricultures, de la nouvelle agriculture paysanne. Et je la pose de la façon suivante, au fond, en gros, quelle politique permettrait de développer le type et permettrait de reconnaître que la production de création de richesse réelle ajoutée par rapport à une unité de travail est plus importante que la productivité marchande du travail. Quelle politique pourrait aller dans ce sens-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour reconnaître ça, mettre un peu plus de subventions, même s'ils n'en ont pas besoin, vous l'avez montré, à ces types d'agriculture, ne serait-ce que pour reconnaître ça et reconnaître la valeur qu'ils ont d'ailleurs du point de vue des services écologiques les uns par rapport aux autres. Bon, et je fais remarquer que ce genre d'argument, ça diminue un peu la fragilité que Julien disait. Ce type d'agriculture se trouve souvent dans un système de fragilité. Là, on apporte des arguments. Oui, bonjour, Guillaume Solanet. Moi, je suis diplômé de sciences politiques et j'ai travaillé sur la question du soja en Amérique latine et sur ses conséquences à la fois sur les agricultures paysannes au sud et puis au nord sur les systèmes qui consomment du soja dans le système maïs-soja dans les exploitations en Europe. Voilà, c'est pour dire que je trouvais que bon, j'ai pas une lubie pour le soja, mais je trouve que c'est un sujet qui est resté très en filigrane jusqu'ici. Bon, on a parlé d'agrobusiness. Voilà, le soja est au cœur de cet agrobusiness. Mais voilà, j'avais quelques réflexions sur le fait que à travers l'intervention de Nadège Garembois, on a vu que ce système maïs-soja a un impact négatif par rapport à d'autres systèmes qui pourraient exister, des prairies enherbées. Un impact négatif sur l'agriculture à la fois dans nos pays, et puis on peut aussi dire la même chose pour l'agriculture familiale au Brésil. Donc je me demandais pourquoi ce sujet était resté tellement en filigrane et pourquoi il n'y a pas plus
d'actions qui sont menées conjointement, des formes de lutte entre agriculture français, européen et brésilien sur cette question-là, sachant que j'ai rien contre le soja en soi. Le problème, c'est la façon dont il est cultivé à travers le soja OGM. Et à mon avis, le soja OGM n'est pas compatible avec la permanence d'agriculture familiale au Brésil et ailleurs en Amérique latine, dans les régions où il est cultivé. Voilà. Je vous remercie. Obrigado, Paulo. Eu vou fazer uma questão bem pontual para o Julian Blanc. Mais uma curiosidade minha, já que você está numa experiência com 80 agricultores em Ibiúna, bem pertinho de onde eu moro em Campinas, e eu queria perguntar para você se você tem trabalhado um pouco com a percepção que esses agricultores têm do que eles estão fazendo nesse momento. Se eles têm consciência do papel que eles estão desempenhando no momento de efervescência, de tentativas de transformação, dentro de uma transição agroecológica, como a gente está colocando aqui. Bom, agora acho que, não havendo mais questões, vamos tentar responder o que foi perguntado e depois convidamos para o cafezinho e para a mesa redonda, que encerrará esse seminário. Todos os membros da mesa redonda, a qual agradecemos, estão aqui, vieram e vão participar a partir das 16h30. Eu gostaria de responder só a questão do François Papi. Eu acho o seguinte, que tu tem toda a razão, que é uma política pública que pode realmente chegar a essa finalidade. Eu não digo que no Brasil tenha sido feita uma grande política pública, mas há coisas interessantes. Por exemplo, no tempo dos seringueiros, não havia nenhuma subvenção para a exploração dos seringueiros, a exploração racional da floresta, né, da borracha. Há hoje, né, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, na Secretaria da Agricultura Familiar, uma política especial para o que se chama agricultores florestais. Né? Quer dizer, são agricultores específicos que exploram a floresta, muitas vezes em associação de culturas, em agroflorestas, né? E muitas outras dessas, a política de alimentação também, várias políticas que são pontuais, mas que foram desenvolvidas em benefício dessa agricultura camponesa. Né? Então, eu acho que realmente esses financiamentos, que não são fortunas e que não se comparam ao agronegócio, evidentemente, né, eles têm uma importância como desencadeadores, né, e digamos, da aceitação da identidade desses camponeses. Né? Vai. Que agora é a... Como é que chama? Menina, não? Julien, é contigo, sabe? Alors, je vais répondre en français, ça va? Pas trop près. Je vais répondre en français, pas trop près. Je ne sais pas bien quoi répondre. Si ce n'est de dire que, comme tu dois le savoir, les dynamiques de patrimonialisation en France, en tout cas, sont très anciennes, alimentaires, qu'elles se sont mises en œuvre à travers des systèmes très organisés, qui, justement, cherchaient à renouer, en tout cas à articuler, je ne sais pas si... ta question était sur la question de la présence de l'agronomie, enfin sur la rupture entre ce qui serait de l'ordre du coup de la production, c'est ça, et l'agronomie et de l'alimentation.
Je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre à ça. Ce que je sais, c'est que dans le contexte, sur le terrain que j'ai présenté là, il n'y a plus de produits qui peuvent être qualifiés de traditionnels, puisqu'en fait, ce sont des systèmes de culture qui marchent à partir de variétés et de cultures importées, enfin, qui sont exogènes. Par contre, ce que je sais aussi, mais là il y a probablement d'autres personnes qui ont bien plus à dire dessus, c'est qu'il y a par exemple au muséum, là où je travaille, une unité qui s'appelle PALOC, qui travaille donc sur les questions de patrimonialisation et sur les questions alimentaires, et qui s'appuie à la fois sur les traditions françaises de patrimonialisation et sur leur propre expertise exotique, puisqu'ils sont l'héritier d'une anthropologie exotique et qui sont aujourd'hui dans des dynamiques de mise en place ou d'aide à la mise en place d'identité, de création d'identité autour de produits, notamment en Afrique de l'Ouest. Et je sais qu'ils travaillent aussi au Brésil. Et au Brésil, il y a des dynamiques de patrimonialisation alimentaire qui se mettent en place avec un certain nombre de produits qui aujourd'hui, comme notamment par exemple le queijo de Minas, qui fait partie de ces dynamiques-là. Donc le lien est là. Après, l'agronomie là-dedans, c'est pas mon... Non, mais il y a sûrement des études là-dessus. Écoute, Marc, c'est toi? Non, excuse-moi. Je pensais qu'il voulait répondre à elle. Nadège? Ah, la question... Alors c'est pareil, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question. Une des manières d'y répondre, si la question était celle-là, c'est que peut-être justement après mon premier terrain, et donc les 6 premiers mois passés là-bas, et ça répond aussi un peu à ce que disait Jean-Paul, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en tant qu'anthropologue sur le terrain et comment on est dans ces relations qu'on crée, je vais parler doucement, dans ces relations qu'on crée avec les acteurs sur lesquels on travaille, mais avec qui on travaille aussi. Donc je me suis engagé dans une série de restitutions, c'est-à-dire j'ai organisé des réunions, en fait plutôt des churrascos, ce qui marchait bien comme appel de réunion, où les agriculteurs sont venus à chaque fois. Et une partie de ces restitutions était justement orientée sur une tentative de prise de conscience, non pas de leur rôle, mais en fait de ces potentialités qu'ils avaient de par le territoire sur lequel ils travaillaient, qui est un territoire d'une grande qualité écologique, où il y a encore beaucoup de forêts, où il y a des enjeux environnementaux très forts, où il y a des possibilités de développer du tourisme rural, où il y a leur proximité à la ville leur donne énormément de possibilités en termes de construction de systèmes marchands qui soient des systèmes marchands moins organisés autour de ces logiques capitalistes, pour le dire un peu crûment. Et donc j'ai essayé, ça faisait partie parce que je sentais bien qu'ils étaient en fait dans une logique très très utilitariste. Pardon, il faut être très court. Voilà. Et que la valorisation par les grands médias et par les grands canaux de médias au Brésil de l'agriculture biologique est très faible en fait. Et ce rapport, pour aller plus loin, ce rapport à la nature qu'on montre à la télé est encore un rapport très de possesseur de la nature et de maîtrise de la nature. E donc, Bom, infelizmente, estamos convidando para o cafezinho, não vai dar para responder as outras questões, porque são 4 horas e 15 minutos. Temos que estar aqui de volta às 4h30, e só para subir a escada e tomar o café e descer já dá esse tempo.